Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques en ce vendredi 29 octobre. En quelques minutes, l'essentiel de l'actu-tech. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de photos, de processeurs et de de méta, bien sûr. C'est parti. Commençons tout de suite avec la photo et c'est l'occasion pour moi de vous refaire la pub de notre petite chaîne Twitch. Je vous rappelle donc ce matin, nous étions en live comme tous les jours bien sûr et mon collègue Louis Royer du service photo est venu pour vous parler de toutes les grosses actus photos qu'il a eu aujourd'hui. Donc évidemment, comme toujours, je vous invite à aller voir en bas le lien vers notre replay Twitch qui est disponible gratuitement et pour tout le monde pendant 2 semaines. De quoi a-t-on parlé aujourd'hui avec Louis? Eh bien, nous avons parlé de la nouvelle annonce de chez Nikon, le Z9, un appareil très haut de gamme, c'est littéralement même l'appareil le plus haut de gamme de la marque japonaise. Et dans ce beau bébé de 1,3 kg et de 6 000 euros, qui vise évidemment les professionnels de la profession, nous avons beaucoup de performances intéressantes. Déjà, un capteur 45 millions de pixels, ensuite une résolution de film en 4K pour la vidéo, pardon, et des rafales avec certains formats réduits qui peuvent monter jusqu'à 120 images secondes. Les photographes sportifs sont évidemment aux anges. Ce qui démarque un petit peu cet appareil de ses concurrents, eh bien, c'est qu'il n'a plus d'obturateur mécanique, mais un obturateur 100% électronique. Vous voyez le fameux rideau ici qui est censé se lever, se baisser que lorsque vous prenez une photo. Eh bien, ce rideau n'est qu'un rideau de protection lorsque l'appareil est éteint. Et il disparaît complètement. Le Nikon Z9 est le premier appareil professionnel à passer 100% en obturateur électronique. On aura l'occasion de voir si ce changement assez radical de la part de Nikon se traduira que par des avantages. Je vous rappelle, un lien en bas avec le replay pour voir un peu toutes les annonces et surtout toutes les discussions avec Louis sur les avantages et les inconvénients des obturateurs mécaniques par rapport aux obturateurs électroniques. On a aussi parlé avec Louis de son dernier test, la DJI Action 2. C'est une action cam ridiculement petite qui fait la taille, on dirait une sorte de grosse clé USB, vous le voyez. Elle est modulaire puisqu'avec son système par aimant, vous pouvez lui coller des modules de type écran de visionnage ou aussi des batteries plus costauds ou du stockage supplémentaire, etc. Vous pouvez ensuite mettre des coques pour protéger tout cela. Bref, un concept modulaire très 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 séduisant avec en plus une caméra très séduisante. Vous le voyez, elle est toute petite et en métal, mais qui est complètement gâchée par une autonomie et une chauffe pas possible, malheureusement. Donc Louis nous en parlait durant le live de ce matin. Lorsque vous la laissez tourner en 4K, eh bien, elle s'éteint au bout de 4 minutes. C'est une catastrophe. On verra si DJI, eh bien, un peu comme GoPro, qui avait répondu à nos critiques sur la chauffe de leur Hero 10, viendront avec une mise à jour. Là, ça ressemble plus à un problème de conception. Donc, en attendant de voir si DJI va corriger ça ou sortir un jour une Action 3, peut-être que vous devrez garder un peu votre argent. On termine enfin avec la photo et c'était un peu le focus de notre émission de ce matin et la venue de Louis, tout simplement. Cet appareil, ce boîtier, le Sony A7 IV. Je vous rappelle que Sony a un peu pris le contrôle du marché des appareils photo plein format assez haut de gamme depuis l'avènement de leur série A7. Donc il y a le A7 comme celui-ci, quatrième du nom, le A7R pour la haute résolution, le A7S pour la vidéo, et ensuite les encore plus haut de gamme, le A9 puis le A1. Donc on a pu jouer avec ce très beau boîtier, mais justifie-t-il sa hausse de prix puisque le A7 IV, eh bien, loin était le temps des premiers A7 vendus 2000 euros, celui-ci est vendu 2800 euros prix public. Bien sûr, il peut filmer en 4K 120 images par seconde, le capteur passe de 24 à 33 millions de pixels, l'ergonomie notamment à l'arrière, la rotule, tout, bon bref. Pareil, allez voir en dessous le replay de notre live avec Louis, on en parle en détail. Pour un appareil qui est toujours plus complet, un excellent boîtier qui, comme souvent chez Sony, possède un peu toutes les qualités, mais aussi possède aussi la qualité de ses défauts, c'est que l'inflation, il la connaît bien. Après avoir parlé de photos, et je vous rappelle, avec lui, tout ça, voilà, dans la description. On va parler du reste de l'actu tech et notamment, on va parler de l'OS et des bonnes nouvelles pour Android. 3 bonnes nouvelles pour Android. La première, elle va concerner les téléphones pliants et les tablettes. Merci beaucoup pour eux puisque Android se réintéresse enfin aux écrans de grand ou plus grand format que des smartphones. Nous avons Android 12L, ce qu'on pensait être Android 12.1 avec une fuite sur des écrans pliants s'appelle Android 12L et va venir retravailler un peu l'ergonomie de l'OS de Google pour le multitâche, pour le transfert de fichiers d'application à application, pour un meilleur responsive design, notamment sur les différents formats d'écran, puisque je vous rappelle qu'entre une tablette en 16 neuvième et puis un écran 4 tiers pour un Z Fold de Samsung, il n'y a pas les mêmes choses. Ça faisait des années qu'on criait un petit peu la détresse des utilisateurs Android sur les tablettes.
Google nous a enfin entendu. Est-ce que comme pour Wear OS, c'est un peu le grand retour après des années un peu en friche? On l'espère et puis ce sera aussi peut-être pour annoncer, je vous rappelle, des Pixel Fold toujours en rumeur. Deuxième bonne nouvelle du côté d'Android et surtout du côté des propriétaires de Google Pixel, les anciens, regardez-moi ce vaillant Pixel 4 et Pixel 5, eh bien on peut récupérer aujourd'hui l'APK de Google Photo 5,64, c'est-à-dire celui qui est dans les Pixel 6, et vous allez pouvoir notamment récupérer le fameux Magic Eraser, cette gomme qui vous permet d'enlever des détails, des objets ou des gens d'une photo pour rendre cette photo plus belle ou autre. Ça se récupère si vous êtes un peu malin sur internet, vous cherchez l'APK de Google Photos et vous allez pouvoir eh bien, sur votre ancien Pixel utiliser les fonctionnalités, les dernières fonctionnalités en date là-dessus. C'est toujours bien et on sait que le suivi des appareils photo chez les Pixels, ça reste leur fameux point fort. Je termine avec Android et la troisième et dernière bonne nouvelle, vous allez enfin pouvoir transvaser votre WhatsApp de ceci vers cela, c'est-à-dire d'iOS vers Android. C'était très compliqué avant, c'était de la bidouille. Eh bien, la fonctionnalité de transfert a été facilitée et on attend maintenant la même chose pour Signal, puisque je vous rappelle que de la même manière, Signal ne peut toujours pas être transféré d'un appareil d'un OS vers un autre appareil vers un autre OS, ce qui est extrêmement pénible pour les personnes comme moi qui ont peut-être un peu trop d'appareils, un peu trop d'OS différents en même temps. Est-ce que je me plains? Oui. Est-ce que je suis un enfant gâté? Sûrement. Enchaînons avec du hardware maintenant, on va parler processeurs et hier c'était aussi le grand jour d'annonce pour Intel et c'est Alder Lakes. Qu'est-ce que c'est qu'Alder Lakes? Eh bien c'est la 12e génération de processeurs chez Intel et c'est une génération à la fois prometteuse et à la fois importante. Pourquoi elle est prometteuse? Eh bien parce qu'elle permet à Intel d'adopter une architecture qui a fait le succès des processeurs ARM ces derniers temps avec ce qu'on appelle le Big Little, des petits processeurs efficients et des gros processeurs puissant. C'est le cas ici, puisque vous allez voir, nous avons des P-Core pour la performance et des I-Core pour l'efficience ou l'efficacité ou l'économie comme vous préférez, qui viennent se combiner pour des résultats que Intel promet 20% supérieurs à la 11e génération. Ce n'est pas rien. Le tout sur un procédé de gravure en 10 nanomètres. Alors c'est toujours loin de la concurrence. Je vous rappelle que TSMC notamment et Samsung gravent en 5 nanomètres, mais c'est déjà mieux pour Intel qui était resté bloqué pendant de longues années sur du 14 nanomètres. On espère aussi une consommation un peu plus limitée puisqu'on parle d'un TDP de 125 watts pour tous ces processeurs desktop. Ce ne sont pas encore les processeurs laptop mobiles qu'on a pu voir dans cette présentation et qui vont pouvoir monter jusqu'à 150 ou plus de 200, voilà 240 watts en version turbo pour ces processeurs, pour les versions les plus haut de gamme. À voir ce qu'ils vaudront notamment par rapport aux processeurs Ryzen haut de gamme de chez AMD et ce qu'ils vaudront aussi par rapport dans la version mobile aux processeurs M1 Max et M1 Pro de chez Apple. On est déjà en train de faire des premiers benchmarks des M1 Pro et on espère pouvoir vous faire des benchmarks très rapidement. Cette 12e génération d'Intel, processeur important je disais aussi, puisque je vous rappelle qu'Intel est un peu en difficulté depuis quelques années. C'est peut-être l'heure du réveil et ça ferait du bien à tout le monde. Pendant qu'Intel est en train de remettre le pied à l'étrier et d'attaquer les 10 nanomètres de gravure, on a TSMC qui eux se baladent sur le 5 nanomètres depuis plusieurs mois et qui vont encore améliorer leur processus de gravure. On a eu le processus N5 puis le N4, voici le N4P. Alors peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup. Ce que je peux vous dire très rapidement, c'est qu'en gros ce processus va permettre de gagner en autonomie. Il va permettre de gagner aussi en performance jusqu'à 11% par rapport au processus de gravure N5 et 22% en termes d'efficacité énergétique. Le tout pour des puces qui seront disponibles dans les appareils de l'année prochaine, la deuxième moitié de 2022, donc au hasard des iPhone 14, puisque je vous rappelle que Apple est le client favori de TSMC. Restons dans les processeurs et les processeurs ARM, avec ce coup-ci Nvidia qui essaye encore de digérer le rachat de ARM, mais il n'y arrive toujours pas. Après le Royaume-Uni, c'est la Commission européenne qui va réouvrir une enquête sur ce rachat qu'ils considèrent comme dangereux et peut-être pas bon pour la concurrence. Malgré le fait que Nvidia ait essayé de montrer patte blanche plein de fois et expliquer que même si eux-mêmes sont des clients de chez ARM, eh bien le fait qu'ils possèdent ARM ne va pas gréver la concurrence, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui tout le monde bosse avec ARM. Pour la Commission européenne, ce n'est pas suffisant pour lever leurs doutes par rapport à tous les marchés dans lesquels ARM est aujourd'hui dominant ou présent. Et donc on parle de système d'infodivertissement et d'aide à la conduite des voitures, dans lequel Nvidia est très présent, dispositifs IoT à haute performance, donc notamment certains data centers spécifiques et unités de calcul, les supercalculateurs, les consoles de jeux comme la Switch, évidemment les PC avec les GeForce. Nvidia qui avait promis que ce rachat serait très certainement
conclu avant la fin de l'année 2021 et qui serait un long fleuve tranquille, eh bien, il se retrouve maintenant bloqué jusqu'à au moins 15 mars 2022 avec le verdict de la Commission européenne. On va pas se mentir, ça sent mauvais. Et je posais la question dans le chat et je vous pose la question aussi à vous. Répondez-moi dans les commentaires. Qui aujourd'hui peut racheter ARM, sachant que cette entreprise coûte 40 milliards de dollars, qu'il ne faut pas être intéressé ou être client de ARM et qu'il ne faut pas non plus être sur des territoires dits sensibles par rapport à la Commission européenne, c'est-à-dire peut-être la Chine. Trouvez-moi une entreprise qui peut avaler un tel rachat dans les commentaires, ça me fera bien plaisir, ça pourra m'aider moi et peut-être Nvidia. On termine avec les processeurs et pas ARM ce coup-ci, mais les processeurs en général, puisqu'on va parler d'une union de clients et de producteurs de semi-conducteurs qui vont essayer de rendre l'industrie plus verte. Alors est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est vraiment un vrai changement? On va dire qu'on va prendre toutes les nouvelles écolos du bon côté. Pour l'instant, c'est Apple qui est le premier à rejoindre cette initiative, la SSTS, la Sustainable Semiconductors Technology and Systems, lancée par iMac Research Programme, qui va tenter de rendre les usines, qui va tenter de rendre le recyclage, qui va tenter de rendre les matériaux utilisés, tout cela plus vert qu'avant. On verra si Apple sera rejoint par d'autres petits copains du genre. On reste chez Apple, qui aime bien dire qu'ils sont verts, mais qui, côté notamment réparabilité, sont vraiment parmi les pires élèves. Et pour la première fois, et depuis très longtemps, nous avons une bonne nouvelle de ce côté-là. iFixit, qui sont un peu les références en termes de réparabilité sur le net, ont ouvert les nouveaux MacBook Pro. Et pour la première fois depuis 2012, depuis 9 ans, eh bien, les batteries sont facilement accessibles. Alléluia, vous retirez le couvercle et vous avez directement accès aux batteries. Pourquoi? Puisqu'avant, elles étaient cachées sous la carte mère et d'autres composants, et surtout, elles étaient collées, engluées par Apple et d'autres constructeurs qui utilisent cette technique plus efficace pour plein de raisons, mais moins efficace pour nous, les clients, et pour vous, les réparateurs, par exemple. Ici, vous avez le retour des petites languettes qui permettent de déloger les batteries plus facilement. Bref, une bonne nouvelle, Apple est encore loin d'être un modèle du genre en termes de réparabilité, loin, loin, loin. Mais on va dire que pour les MacBook Pro, c'est déjà une première bonne nouvelle. Passons maintenant à un autre ordinateur qui coûte un peu moins cher qu'un MacBook Pro M1 Max. Quand je dis un peu moins cher, c'est que cet ordinateur coûte 15 $. C'est le nouveau Raspberry Pi Zero W2. Vous allez voir, il est beaucoup plus cher que son prédécesseur, puisque son prédécesseur coûtait que 10 $. Donc là, une hausse de 50%, on va dire que ce n'est que 5 $, pour passer d'un processeur ARM monocore à un processeur ARM quad-core, un Cortex A53 avec 512 mégas de RAM. Bref, de quoi vous amuser à faire des petites machines de bureautique, des petits media centers et des petits émulateurs ou autres utilisations. On félicite toujours, en tout cas, à Raspberry pour nous sortir des ordinateurs aussi accessibles et simples. On termine sur les ordinateurs avec, après les MacBook Pro et les Raspberry Pi, je vous montre un boîtier qui m'a fait craquer. Alors attention, c'est pas le plus performant des boîtiers, c'est clairement pas le moins cher, mais qu'est-ce que je l'aime, c'est le Computer One de chez Teenage Engineering. Je vous parle souvent de cette boîte qui fait des instruments de musique complètement fous, comme c'est par exemple ces petits Pocket Operator et le fameux synthétiseur OP1. Et bien cette boîte suédoise facétieuse vient de lancer son premier boîtier de PC. Regardez le Computer One, il est tout en métal et vous devez le monter et le plier vous-même, voilà, pour un résultat que personnellement j'adore. C'est pop, c'est rétro, c'est tout ce que je veux. Voici les anciens prototypes et la forme finale ici. Mais vous voyez, il est livré tel quel, avec ses grandes plaques, et il est compatible avec le format Mini TX. Il vous coûtera 195 €, ce qui est loin d'être donné, mais ce sont évidemment des petits objets en série limitée et pas faits pour être vendus en masse. Ce sera clairement pas le plus performant, mais quand on aime Teenage Engineering, on ne compte pas. Bref, on compte juste une chose, c'est le moment pour qu'il revienne en stock, parce qu'il est déjà en rupture de stock. On enchaîne évidemment avec les grandes annonces d'hier. Facebook, aka désormais Meta, a sorti le grand numéro du métaverse, de la réalité virtuelle et des nouvelles technologies, et surtout un nouveau changement de logo et de nom. C'était le fameux panneau d'entrée des quartiers généraux de Facebook, au fameux 1 Hacker Way, qui était bâché hier soir, puisque désormais Facebook s'appelle Meta, tout simplement. Pourquoi? Parce que Facebook ne veut plus être une entreprise de réseaux sociaux. Facebook va être une entreprise du métaverse. Donc je vous rappelle, pour être clair, que Meta, c'est pas le nom du réseau social. Meta, c'est le nom de l'entreprise qui détient Facebook, le réseau social, Oculus, les casques de réalité virtuelle, WhatsApp, la messagerie, et Instagram, le réseau des winners et des winneuses, et que un peu à la manière de Alphabet, qui était Google, ce sera plus clair pour tout le monde, et puis ça permettra peut-être de retirer un peu de,
on va dire, de bad buzz autour du nom Facebook ces derniers temps, même si Mark Zuckerberg promet notamment que le changement de nom, hein, n'a rien à voir avec les scandales et les fuites de de ces dernières heures. Il disait pas exactement la même chose dans une autre interview où il expliquait par contre que, eh bien, il se rendait compte qu'il y avait une urgence à changer le nom autour de Facebook qui commençait à peser sur beaucoup de personnes, notamment sur la communauté de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on a vu notamment dans cette grande keynote annuelle de chez Facebook? Eh bien, je vais vous le dire, des choses technologiquement assez passionnantes, éthiquement et moralement assez flippantes. Bref, du Facebook, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi notamment cet homme que l'on a vu en 2019, qui est un ingénieur de chez Facebook et qui était filmé, dont le visage était scanné en temps réel par son casque de réalité virtuelle pour pouvoir parler. Il a repris la parole en 2021 et ce qui était un petit peu dingue, c'est qu'il n'est pas réel. Ce que vous voyez là, c'est un avatar en 3D et avec une qualité que vise Facebook pour les prochaines, années. Alors j'ai un peu accéléré la vidéo parce que le temps passe vite, mais vous voyez, il est filmé en temps réel par une collègue avec un casque de réalité virtuelle, et voilà comment il apparaît pour elle, alors qu'il n'est pas réel. C'est assez impressionnant. Il y a eu beaucoup de démonstrations qui ont envoyé, on va pas se mentir, du pâté là-dessus, sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, VR, AR, et surtout donc tout cela dans la grande soupe et le grand mixeur du métavers. Ce que je vous rappelle, le métavers, c'est de vous apporter tout l'internet, le numérique et les connectivités, et bien plaqué sur votre monde réel. Et Facebook voudrait, voilà, je vais vous montrer une autre démo, Facebook voudrait bien vous apporter le métavers chez vous. Vous voyez le tracking de la tasse de cette dame, hop, à gauche c'est un métavers virtuel, à droite c'est la vraie vie. Alors j'ai un peu accéléré parce qu'il fallait gagner du temps, c'est là qu'on en sait, mais beaucoup de choses flippante et géniale. Je ne sais pas comment vous dire. Il y aura aussi d'autres choses, notamment un Project Cambria, un nouveau casque chez Oculus. Et non, on va plus dire Oculus, on va dire Meta, parce que Oculus a changé de nom aussi. Le projet Cambria a été annoncé durant cette conférence, un casque très haut de gamme qui à peu près écraserait tout ce qui existe sur le marché actuellement, même les derniers Vive Pro et les Valve Index. Aussi une bonne nouvelle de la part de ce cher Andrew Bosworth, qui est désormais le CTO de Facebook. Eh bien, si la marque Oculus disparaît et s'appelle désormais Meta, eh bien, vous n'aurez plus besoin de compte Facebook pour utiliser les fameux casques de réalité virtuelle prochainement. Ça arrivera sur le Cambria très certainement et peut-être sur le Quest 2. Bonne nouvelle, puisqu'il y avait une vraie levée de bouclier sur cette obligation à utiliser un compte Facebook. Autre annonce intéressante, nous avons eu des rumeurs d'une montre, d'une smartwatch Facebook, rumeurs qui se sont un peu plus officialisées, puisqu'il y a une fuite de cette montre avec notamment une encoche pour prendre des photos et des vidéos. Donc Facebook qui continue de pousser vers les objets Smart Object. On avait déjà vu leurs premières lunettes qui permettent de filmer et de prendre des photos. Il y aura bientôt des lunettes de réalité augmentée qui ont aussi été annoncées par Facebook et qui arrivera bientôt. Autre point aussi, donc, il y a toute une économie des avatars virtuels qui va arriver. Voici notamment un exemple d'une entreprise australienne qui s'appelle Soul Machine et qui va fournir divers humains virtuels pour vous ou pour votre entreprise qui a besoin d'avoir des gens pour le SAV par exemple, pour discuter avec les gens. Ce qui est très intéressant, c'est que cette notion d'humain virtuel, il y a eu un chapitre entier qui a été fait dans la conférence de Facebook sur notamment la sécurisation de votre visage virtuel par rapport à des gens qui voudraient la voler. Facebook essaiera de vous promettre que tout cela se passera de la meilleure des manières. Bon, c'est une promesse, bien sûr. On n'est jamais sûr à 100%. Voici pour les quelques annonces côté Facebook, et parmi beaucoup d'autres annonces là-dessus. On terminera sur la discussion la plus importante. Maintenant que Facebook s'appelle Meta, mais aussi que Google, en vrai, s'appelle Alphabet, est-ce que l'acronyme GAFAM est toujours d'actualité? Eh bien, pas sûr, puisque maintenant, à la place du G, on a un M, et à la place dans du G, on a un A, pardon, et à la place du F, on a un M. Du coup, sur The Verge et sur Internet, tout le monde se pose la question de comment on va appeler les GAFAM, les Gamma, les Magma, les Mama, les Man, les MGAT, les Gamat, les Matman, les MGMT, les Mad Management, les Manta, les Amanta, les Antman. Bref, ils ont tout tenté, mais normalement, si on cherche bien, on devrait avoir du coup Amazon, Alphabet et Apple en A, et puis on aurait Microsoft et on aurait Meta. Donc ça serait MAM ou AMAM. AMAM, c'est pas mal, ça tient chaud à tout le monde. Je vous laisse aussi me proposer dans les commentaires votre nouveau nom pour les GAFAM. C'est sur ces nombreuses annonces de
je vais arriver à le dire, de Meta, pas Facebook, de Meta, que cette condensée se termine. On se retrouve donc mardi pour un nouveau numéro, parce que lundi, évidemment, c'est férié. Je vous invite, je vous l'ai dit ou pas, qu'en bas, il y avait une description et tout, et avec dedans un lien internet hyperlink qui vous permettait de cliquer et d'aller de YouTube à Twitch et de voir notre replay. Et notamment, on parle beaucoup de photos avec Louis. En attendant, passez un très très bon week-end et à mardi.